Et si Carlos Alcaraz avait signé sa victoire la plus inquiétante pour les autres? Monte-Carlo 2025, Carlos Alcaraz décroche son 18e titre en carrière, le 9e sur terre battue, le 6e en Masters 1000. Mais ce qui frappe, ce n'est pas comment il l'a gagné, c'est qu'il l'a fait sans bien jouer. Des matchs décousus, un niveau irrégulier, des passages à vide, et pourtant, il est reparti avec le trophée. Et si c'était ça, la vraie victoire d'Alcaraz cette semaine? Parce que jusqu'ici, quand il n'était pas bien, il perdait. Goffin, Draper, Lejka, des défaites frustrantes, mais à Monte-Carlo, il a appris à survivre, à gagner même sans sa magie. Et c'est peut-être ce qui fait le plus peur à ses futurs adversaires. Il gagne déjà des gros titres alors qu'il n'est pas encore au point. À quelques semaines de Roland-Garros, où en est vraiment Carlos Alcaraz? Et que faut-il retenir de ce premier Masters 1000 sur terre battue? Réponse tout de suite. Premier grand tournoi sur terre battue, Monte-Carlo lance définitivement le début des hostilités sur ocre qui vont mener jusqu'à Roland-Garros. Un Masters 1000 à l'ancienne, ultra compact, format en une semaine, et franchement ça nous avait manqué, avec des horaires européens, tout ce qu'on aime. La transition est un plaisir pour nous, par contre elle l'est beaucoup moins pour les joueurs qui étaient à Miami il y a quelques jours aux États-Unis, dans des conditions très humides, sur une surface rapide, parce que oui, l'ocre a ses propres spécificités, et on ne s'adapte pas à cette surface en un claquement de doigts. Il faut du temps de jeu dessus parce que les conditions sont beaucoup plus lentes, encore plus à Monte-Carlo où c'est vraiment une terre battue très lente avec beaucoup de vent. On est proche de la mer, ce qui fait que ça va bénéficier à des joueurs qui arrivent à très bien défendre, mais également qui sont capables de générer naturellement une puissance du fond du court pour avoir un bon service plus sain. C'est une surface qui donne du temps supplémentaire, étire les échanges, et au-delà de la puissance dont j'ai parlé, c'est également une surface qui va permettre de mettre en lumière la créativité de certains profils. Et comme depuis le début de la saison, ce tournoi nous a réservé son lot de surprises. Par contre, il y a une constante qui se dessine. Franchement, je ne pensais pas le mettre autant de fois en top. Ce joueur, je parle bien sûr d'Arthur Fils, qui a enchaîné un 3e quart consécutif en Masters 1000 après Indian Wells et Miami. Il était au rendez-vous à Monte-Carlo. Alors oui, il a une entame compliquée contre Griekspoor qui est toujours difficile à manœuvrer, mais derrière, il a balayé Andrei Rublev en 2-7, le prenant à son propre jeu avec une énorme puissance du fond du court, agressant toutes ses secondes balles, 29% de points gagnés sur seconde pour le Russe, et franchement, ça fait plaisir parce qu'on avait beaucoup de doutes concernant Arthur Fils, où il était capable d'avoir des très bons jours, notamment quand on l'attendait dans un grand match face à un grand joueur, mais derrière, il y avait des petites déconvenues. Je pense à ce match contre Nuno Borges, c'était totalement à côté de ses pompes. Et là, il a montré qu'on pouvait compter sur lui et qu'à Roland-Garros, il pourrait faire quelques dégâts parce que après cette victoire contre Andrei Rublev, il a bataillé contre Carlos Alcaraz. Il aurait très bien pu gagner contre l'Espagnol dans un match certes décousu où les deux joueurs ont eu du mal à accorder leur violon, étant donné qu'on a eu Arthur Fils qui a joué la bonne tactique. Je parle bien évidemment d'agresser en permanence Carlos Alcaraz, et quand tu agresses en permanence ton adversaire, forcément, tu as du déchet qui va avoir lieu, et c'est ce qu'on a vu avec 95 fautes directes pour les deux joueurs sur l'ensemble de la partie. Mais Arthur Fils, il a clairement eu sa chance, étant donné qu'il a mené d'un set, il a obtenu 7 balles de break dans le second set, dont 3 à 5-5, où derrière il aurait servi pour le set. Et c'est lui qui a fait la course en tête dans le 3e set, sachant qu'il a mené 3-1. Et ce match-up entre les deux joueurs va être intéressant à suivre, parce que Arthur Fils, vraiment, avec son jeu très punchy, ses compétences athlétiques, il a donné le change contre Carlos Alcaraz, notamment côté coup droit. Après, on a vu quelques fautes, notamment dans la diagonale revers, où on a eu un Carlos Alcaraz un petit peu trop inconstant. On a Arthur Fils qui a fait son match, mais c'est vraiment l'Espagnol qui a eu des hauts et des bas, et dès qu'il a réussi à gommer ses fautes, notamment dans ce compartiment du jeu-là, ça a été beaucoup plus dur pour Arthur Fils de rivaliser. Également, les problématiques sur seconde balle, où Carlos Alcaraz a commis énormément de déchets avec beaucoup de doubles fautes, mais franchement, le Français il repart du rocher avec des sensations positives, et là, il a encore le temps de se préparer sur terre battue et à voir ce que ça va donner sur un format Grand Chelem, parce que ça promet pour le Grand Chelem parisien. Petit mot sur Ricci qui jouait son dernier Monte-Carlo 20 ans après son exploit et cette victoire contre Roger Federer en quart de finale ici même. Il a fait un sacré parcours parce qu'après une première victoire contre Arnaldi en 3-7, il s'incline certes au deuxième tour contre Altmaier, mais l'Allemand aurait pu s'imposer en 2-7, et là il y a eu un second souffle du Français qui nous a amené dans un 3e set où derrière il n'avait plus les jambes pour pouvoir rivaliser. Ce qui fait qu'on a eu de beaux tops tricolores et par contre une flopée de déceptions. À commencer par Alexander Zverev, pour changer, qui depuis sa défaite en finale de l'Open d'Australie n'y est plus du tout. 12 matchs disputés, 6 victoires, 6 défaites. Alors oui, il s'incline d'entrée contre Matteo Berrettini, l'Italien qui est toujours capable de gros coups. Par contre, la copie est beaucoup moins belle
pour l'Allemand, avec toutes ces défaites qu'il a accumulées depuis cette finale perdue à Melbourne, des défaites contre Griekspoor, Komessana, Tien et bien d'autres, on sent vraiment un Allemand qui n'y est plus dans la tête au niveau de son tennis. Après, encore une fois, ce n'est pas totalement inquiétant parce que généralement après l'Open d'Australie jusqu'à Madrid, l'Allemand il ne fait pas grand chose, c'est pas des conditions qui lui vont très bien, même si des fois il a un petit pic à Miami, mais c'est vraiment à Madrid et Rome qu'on retrouve généralement un Alexander Zverev qui va être compétitif pour Roland Garros, donc on pourra tirer la sonnette d'alarme après Rome si l'Allemand n'y est toujours pas, mais là dans des conditions extrêmement lentes comme à Monte-Carlo, pour Alexander Zverev, c'était beaucoup plus compliqué de donner le change, notamment avec son coup droit, où il est souvent très passif face à un joueur comme Matteo Berrettini, qui a fait un sacré match avec son service plus 1 derrière, où il arrive à générer énormément de puissance avec son côté coup droit. Ensuite, il y a cette diagonale où l'Allemand a essayé de s'installer, et c'est ce qu'il a fait, ce qui lui a permis d'ailleurs de prendre assez rapidement le premier set dans cette diagonale revers, qui est le point faible de l'Italien, qui a coupé par pas mal de slices, mais ce temps supplémentaire que lui offre la terre battue lui permet de tourner autour de son revers et de dicter l'échange avec son coup droit. Et à ce petit jeu-là, Matteo Berrettini a dominé l'Allemand qui montre vraiment un vilain visage, je trouve, sur terre battue pour le moment, qui a joué la saison sud-américaine. Pour le moment, ça ne paye pas du tout. À voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. Il va être attendu parce qu'il a pas mal de points à défendre et pour le moment, c'est totalement indigne de son rang. Casper Ruud, autre immense flop de ce tournoi de Monte-Carlo. Personnellement, je le voyais aller au bout. J'avais beaucoup d'attentes sur lui, même si son début de saison est un petit peu mitigé. Et le mec, il arrive à paumer contre Alexei Popyrin, alors qu'il a eu 2 balles de match. Il a servi pour le match dans le 3e set. On a vu un Casper Ruud vraiment qui peinait dans ses coups, notamment côté coup droit, avec énormément de déchets, énormément de fautes directes. Il n'arrivait pas à faire mal. Popyrin, qui a un profil qui n'était pas énormément en confiance, qui arrivait certes à bien jouer sur terre battue, parce que ce temps supplémentaire lui permettait justement de tourner autour de son revers et de frapper avec son énorme coup droit, et ça fait très très mal à Casper Ruud qui n'a jamais réussi à inverser la tendance. On a vu des schémas de jeu aussi qui marchent très bien contre le Norvégien, le kick extérieur et derrière monter au filet avec cette position lointaine ou sur son côté revers, il a tendance à raccourcir. Ça a payé pour Popyrin qui a fait un énorme combat et franchement une très très belle victoire de sa part et une grosse déception pour les Norvégiens. Stefanos Tsitsipas, triple vainqueur sur le rocher, a disparu après les quarts de finale dans un match où il menait 5-0 dans les confrontations, sachant qu'il s'incline en 3-7 contre Lorenzo Musetti. Compliqué pour Tsitsipas. Alors oui, il y a eu ce mirage à Dubaï, ce changement de raquette, on pensait que c'était un petit déclic pour lui, mais le chantier qui l'attend est bien là, parce qu'après un premier set totalement maîtrisé contre Lorenzo Musetti, où il a fait parler son coup droit un petit peu plus puissant, sa science du jeu sur terre, face à un Italien qui est capable de merveilles sur terre battue par rapport à cette créativité, mais qui n'a pas cette puissance côté coup droit, et on sait que le grec dominait cette diagonale, et on a vu un Stefanos Tsitsipas qui a perdu le fil de cette rencontre, notamment au service et côté coup droit. Au service, dans le 2e set, c'est 30% de points gagnés sur sa seconde balle. Il va faire 4 doubles fautes dans le 3e set. Et côté coup droit, il va enchaîner également les vilaines fautes où il ne va jamais réussir à trouver le bon équilibre entre agressivité et contrôle. Et là, Lorenzo Musetti n'en demandait pas autant. Lui, il va vraiment réussir à jouer à ce jeu du chat et la souris et faire la différence. Donc Stefanos Tsitsipas qui va quitter le top 15 d'une première depuis 2018. Et ce qui est intéressant, c'est que pour corriger le tir, Stefanos Tsitsipas, après Roland Garros, il a décidé de recruter Goran Ivanisevic. On a un grec qui est en pleine stagnation, mais au moins il a le mérite d'avoir le bon état d'esprit, d'essayer de faire des ajustements, des changements. La raquette, là un nouveau coach pour corriger un petit peu ses lacunes. Je pense notamment au revers, même si à mon avis il n'aura jamais un énorme revers, mais surtout réappuyer sur ses points forts qui sont sa première balle et son coup droit. Circonstances atténuantes pour Hugo Humbert et Holger Rune. Le français, lui, il était blessé au doigt. Il a eu une fracture du 5e métacarpe, l'empêchant de frapper correctement ses revers, et le second était malade. Une autre défaite attendue, et pour moi celle de Novak Djokovic, parce que c'était vraiment utopique de penser que le Serbe, à 37 ans, après avoir disputé une finale à Miami dans des conditions totalement différentes, à l'autre bout du monde, une semaine après, par magie, allait s'adapter comme ça sur terre battue, d'autant plus qu'on sait que depuis 2018, il a du mal à s'adapter à la terre battue. Et c'est vraiment le cas à Monte-Carlo, dans des conditions très lentes, parce qu'il doit vraiment monter en puissance. Il doit réussir à retrouver son service plus 1, notamment côté coup droit, trouver le bon équilibre entre puissance et contrôle pour faire la différence avec son coup droit court croisé. Après, au niveau de ses déplacements, donc là, même s'il avait un tableau favorable, je voyais beaucoup dire qu'il pouvait aller au bout. Franchement, c'était irréalisable. Et on l'a très rapidement vu avec une défaite contre Alejandro Tabilo. Tabilo, le Chilien, qui n'était pas dans la forme de sa vie,
depuis le début de la saison et qui pourtant arrive à battre Novak Djokovic. Étant donné qu'il arrivait sur ce match avec 3 victoires pour 9 défaites en 2025, il l'avait déjà battu à Rome, ce qui fait que là il mène 2-0 dans les confrontations, il n'a jamais perdu le moindre set contre Novak Djokovic. Donc c'est pas une défaite inquiétante, il va avoir le temps de se régler et encore une fois pour moi, le juge de paix c'est Wimbledon. Là vraiment il prend du temps de jeu pour s'adapter. Je pense que sa principale préoccupation, c'est de ne pas se blesser, d'essayer d'aller chercher une tête de série 4 pour les grands chelems, notamment pour le grand chelem britannique, et pourquoi pas pour Roland Garros. Mais Tabilo qui a fait son match, et on a eu un Djokovic qui était totalement éteint, un petit peu comme son match à Indian Wells contre VDZ, dans des conditions similaires, extrêmement lentes, où c'est de plus en plus dur pour ce Novak Djokovic vieillissant. On peut également parler de Daniil Medvedev, qui a sorti 2 énormes combats contre Radchalov et contre Muller, et qui arrive un petit peu cuit contre Alex de Minaur. Un Daniil qui forcément a perdu au niveau du service et a perdu également par rapport à cette puissance qu'il pouvait avoir du fond du court. Donc c'est plutôt un contreur, mais cette capacité à faire mal à ses adversaires. Et finalement, la terre battue lui permet justement de masquer un petit peu ses nouvelles faiblesses, étant donné que là, il va pouvoir mettre en avant ses compétences défensives, où il est capable de remettre une balle supplémentaire. Donc à chaque fois, il passe beaucoup de temps sur les cours, et ça se paye cash, notamment sur un format comme ça, compact, en une semaine. Mais finalement, c'est pas si mal pour Daniil Medvedev. Si tu ne nous connais pas, nous, c'est Games Talk, et on est les passionnés de tennis comme toi, à décrypter l'actualité de la petite balle joueur. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu ne veux rien manquer de la saison sur terre battue qui va nous mener jusqu'à Roland Garros, je t'invite à prendre ta raquette, faire ton meilleur Djokos match sur le bouton pour t'abonner. Et si ce contenu t'apporte de la valeur, tu peux cliquer sur le pouce bleu pour qu'il soit recommandé à d'autres passionnés comme toi. Et dans l'équipe, on a Joris qui te raconte des histoires folles, des histoires passionnantes autour de ce magnifique sport qui est en alternance sur notre média depuis la rentrée 2023. La première année, on a eu le droit à des aides de l'État. Ces aides de l'État disparaissent sur la seconde année. C'est pourquoi on a lancé une campagne de financement participatif sur Tipeee avec différentes formules, et tu peux nous donner bien sûr à la hauteur de tes moyens de façon ponctuelle. L'idée c'est vraiment de pouvoir nous soutenir le travail de Joris. Donc un grand merci à toi si tu donnes, je te mets tous les liens en description. Revenons maintenant sur la fin du tournoi monégasque où les 2 demi-finales étaient Carlos Alcaraz contre Alejandro Davidovich Fokina et Lorenzo Musetti contre Alex de Minaur. Si on commence par la première, on avait Davidovich Fokina qui disputait sa 3e demi-finale en Masters 1000. Il a fait une finale ici même en 2022 et également une autre demi au Canada en 2023. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Espagnol, il connaît un début de saison encourageant, un 8e à l'Open d'Australie, une finale à Delray Beach, une finale à Acapulco. Il lui manque ce petit déclic pour aller chercher son premier titre. Par contre, sur terre battue, c'est extrêmement costaud parce que c'est un joueur qui a des compétences athlétiques, qui a une puissance naturelle du fond du court, qui est certes un petit peu erratique sur son côté coup droit, mais qui est très très propre avec son immense revers où il arrive vraiment à faire craquer ses adversaires dans cette diagonale-là. C'est ce qu'on a pu voir contre Alexei Popyrin. Et il retrouvait en face de lui Carlos Alcaraz qui avait bataillé dans ce tournoi, notamment contre Cherundolo et également contre Arthur Fils, où ça passe vraiment à ça. Et encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment dans son ADN de Carlos Alcaraz d'avoir des hauts très élevés et des bas très bas. C'est frustrant à regarder et génial sur quelques points. Et dans ce match 100% espagnol qui fait 7-6, 6-4, Carlos Alcaraz, il a eu des balles de break sur 6 des 11 jeux de service de Davidovich Fokina. Et il n'a breaké que 3 fois, ce qui fait que l'addition aurait pu être beaucoup plus salée. En effet, les lacunes au service et côté coup droit de Davidovich Fokina ont été exposées dans ce match, parce que là on a eu Carlos Alcaraz qui a réussi à avoir l'avantage au service, et ça veut tout dire. Dans cette affiche, il était beaucoup plus menaçant à la relance contre son aîné espagnol, et surtout il arrivait à orienter le jeu sur le coup droit de Fokina, qui est un coup inconstant. La seule arme finalement qu'avait l'Espagnol, c'était de jouer sur le revers de Carlos Alcaraz, d'essayer de dominer cette diagonale, de l'enfoncer dans cette diagonale-là. Et on a eu un Carlos Alcaraz qui a eu un bon jour côté revers, qui a réussi à être assez stable et qui n'hésitait pas à bomber un petit peu ses frappes pour forcer justement son adversaire à se décaler avec son coup droit. Donc un premier set accroché. Là encore, Alcaraz a fait la pluie et le beau temps. Et dans le deuxième set, ça a été beaucoup plus solide de sa part, notamment parce qu'il était très très costaud avec son compartiment coup droit. Donc une victoire en 2 sets pour rallier cette finale à Monte-Carlo. Lui qui n'avait gagné aucun match sur le rocher, étant donné qu'il s'était incliné dans le seul match qu'il avait disputé contre Korda il y a quelques années. De l'autre côté, nous avions Musetti contre de Minaur, une demi-finale surprise. On a Musetti, on le sait, il adore jouer à Monte-Carlo. Il y a 2 ans, il avait sorti Novak Djokovic, il avait rallié les quarts de finale. Alex de Minaur, lui, il avait fait quart de finale l'an dernier où il s'était incliné seulement contre le Serbe. L'Italien, il faisait un début de saison mitigé, mais dès qu'il foule la terre battue, il arrive à faire parler cette science du jeu. Il se déplace merveilleusement bien. Il a vraiment un sens tactique
sur cette surface avec son magnifique revers où il arrive à trouver beaucoup de volume qui a pas mal perturbé Stefanos Tsitsipas. Côté coup droit, c'est un petit peu moins tranchant, mais ça fait quand même le taf. Et pourtant, il a eu des matchs assez compliqués contre Bou, contre l'Hcam. Il a cette victoire aussi au forceps contre Stefanos Tsitsipas pour jouer sa première demi-finale en Masters 1000. De Minaur, lui, il a renversé Marac. Il a profité de la fatigue de Medvedev qui sortait d'un gros combat contre Muller et celle également de Dimitrov où il lui met 6-0, 6-0 en 45 minutes. Un coup gagnant, 23 fautes directes de la part du Bulgare. C'était sa deuxième demi-finale en Masters 1000 après celle du Canada en 2023 où il s'était justement imposé contre Fokina. Et pourtant, c'est bien Lorenzo Musetti qui a disputé sa première finale en Masters 1000 après une victoire en 3-7 contre Alex de Minaur, 1-6, 6-4, 7-6, un énorme combat. Ça avait très mal démarré pour l'Italien, sans doute un petit peu émoussé de son combat de la veille avec cette première victoire contre Stefanos Tsitsipas. Et on l'a vu dans les statistiques où il était méconnaissable, 42% de points remportés derrière sa première balle dans ce premier set et 13% sur sa seconde balle. Ça commençait à être mieux dans le second set où il a fait le break d'entrée et ensuite il a fait parler sa palette créative sur terre battue, notamment avec ses revers très bombés, ses variations de hauteur pour dérégler le rythme d'Alex de Minaur qui a tendance à frapper un petit peu tendu à hauteur de hanche. Bah là forcément avec ses balles très hautes qui lui arrivaient dessus, il devait reculer, il devait s'ajuster de façon systématique et ça se finit au troisième set avec un tie-break alors que Lorenzo Musetti a servi pour le match, il s'est fait débreaker. On a eu deux joueurs qui ont peiné sur leurs engagements étant donné qu'il y a eu 12 breaks en tout dans la partie, mais vraiment une victoire référence pour Lorenzo Musetti qui montre de nouveau que c'est un joueur très très solide sur terre battue. Ce qui fait qu'on a eu le droit à une finale entre Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti. Avant cette affiche, l'Espagnol menait 3-1 dans les confrontations. La seule victoire de l'Italien, c'était en finale à Hambourg où il avait notamment fait parler ces variations d'auteur avec des balles très bombées côté revers de l'Espagnol et également où il avait très bien retourné ce jour-là pour empêcher le service puissant de l'Espagnol. Mais là, ça s'est annoncé très très compliqué pour l'Italien parce qu'il avait un faible temps de récupération étant donné que la finale a été avancée à midi. Et franchement, il s'est bien battu, Lorenzo Musetti, mais à la fin, la logique a été respectée. Alcaraz s'impose en 3-7, 3-6, 6-1, 6-0, malgré le fait que l'Italien a été breaké d'entrée. On a eu Lorenzo Musetti quand même qui a réagi dans la foulée pour débreaker et mettre 4 jeux de suite, très adroit à la relance, 47% de points gagnés sur le service d'Alcaraz dans ce premier set et très bon côté coup droit. Il a vraiment réussi à tenir son avantage jusqu'à la fin avec cette amortie délicieuse pour prendre le premier set. Mais là, on le sentait vraiment surjoué. Lorenzo Musetti, difficile de le voir évoluer à un plus haut niveau. Et il s'est très vite fait rattraper par la fatigue de ces derniers matchs, de ces derniers gros combats. Parce que oui, un Masters 1000 en une semaine, ça veut dire moins de temps de récupération. Et là, on l'a tout de suite senti dès le second set, où on a eu une réponse immédiate de Carlos Alcaraz qui a été ultra offensif avec son coup droit. Il a profité de la baisse de son adversaire sur sa première balle. Il est passé de 75% à 45% de première balle. Il pouvait plus pousser dans les jambes et une baisse tout court physiquement de la part de Lorenzo Musetti. Donc ça a été un petit peu les vases communicants où clairement, Carlos Alcaraz, il a haussé son niveau de jeu, mais Lorenzo Musetti a petit à petit baissé pavillon après avoir donné vraiment le change dans ce premier set où on ne pensait pas qu'il serait capable, au vu de ses récents combats, de prendre une manche à l'Espagnol et ensuite 6-0 dans le troisième set où là, il n'y avait plus personne. Il a fait appel au physio d'ailleurs, Lorenzo Musetti, et Alcaraz a continué à dérouler. Encore une finale qui ne restera pas dans les annales, même si ce premier set de Musetti, je pense qu'il a surpris tout le monde, mais derrière, Alcaraz a vraiment hausser son niveau de jeu et profiter de la baisse de son adversaire. 18e titre en simple pour l'Espagnol, 6e en Masters 1000 et la question que l'on se pose c'est comment il a réussi à s'imposer dans la principauté monégasque parce que chacun de ses matchs ont été décousus et c'est vrai qu'il y a eu des hauts, des bas dans chacune de ces rencontres avec notamment des alertes rouges contre Cherundolo au premier tour et contre Arthur Fils en quart de finale où le Français est passé à ça de faire basculer la rencontre. On a un Carlos Alcaraz qui a été très inconstant. Ça pouvait changer d'un match à un autre, d'un set à un autre, mais on a vu vraiment que quand on insistait, notamment sur ces différents chantiers que sont le revers, ça pouvait très vite aller à la faute. Également sur son service, où on pouvait s'engouffrer sur sa seconde balle. Arthur Fils l'a très bien fait. Côté coup droit, il était plus ou moins menaçant. Il a fait une très bonne copie dans le deuxième set contre Davidovich Fokina. Après, il avait du mal vraiment à régler la mise et faire mal avec ce coup. C'est déjà le cas depuis le début de la saison. Mais finalement, c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant parce qu'on a un Carlos Alcaraz sans très bien jouer. Honnêtement, il est passé à ça à chacun de ses matchs. Il arrive à décrocher un titre en Masters 1000, ce qui fait que son capital confiance va augmenter. Et là, depuis quelques temps,
Quand Carlos Alcaraz jouait mal, généralement, il perdait. Je l'ai dit contre Goffin, contre Laichka, contre tous ces joueurs-là. Récemment, à chaque fois, s'il y avait un jour sans, il n'arrivait pas à faire le dos rond. Il y a eu peut-être cette embellie à Rotterdam où il passe tout proche de la défaite contre VDZ, contre Jurkacz, même en finale contre Numinor. C'est très compliqué, mais c'est pas forcément dans les performances récentes d'Alcaraz où on pouvait avoir un Alcaraz moyen comme ça tout au long d'une semaine et à la fin le voir triompher. Donc ça, c'est plutôt positif pour lui, pour recharger son niveau de confiance. Il a encore une belle marge de progression jusqu'à Roland-Garros et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant pour lui parce que Carlos Alcaraz, on l'a dit, c'est dans son ADN, il peut avoir des primes très élevés, un niveau de jeu moyen très inconstant, un peu plus bas que celui d'un Yannick Sinner. Et quand il est en période de bas, ça peut être très très problématique. Mais voir un Carlos Alcaraz dans ces moments de doute rafler un trophée, franchement, c'est positif pour lui. En tout cas, j'espère que vous avez bien profité de ce premier Masters 1000 de la saison sur Terre en une semaine, parce que les prochaines grandes échéances, c'est Madrid et Rome, et ça va durer une éternité. Bien que très similaire, la vérité de Monaco n'est pas forcément celle qu'on aura dans quelques semaines à Roland-Garros. Ce n'est que l'un des premiers tournois de la saison sur terre battue. La plupart des joueurs ont eu peu de temps pour se préparer, étant donné qu'il y a quelques jours, ils étaient en Floride. Mais je trouve qu'on a eu des bases assez intéressantes, notamment avec Arthur Fils et Carlos Alcaraz, pour ne citer que. Néanmoins, là encore, le niveau général est un petit peu trop décousu, trop inconstant. Et c'est un constat redondant, mais bel et bien réel. Alors, est-ce que c'était mieux avant ? Justement, on a fait une vidéo qui retrace toute l'histoire du tennis. Je te laisse avec ça.